Bonjour, bienvenue dans ce nouveau chapitre de première spécialité sciences physiques et chimiques, dans lequel nous allons découvrir la composition d'un système chimique. Alors tout d'abord, un rappel de seconde. En seconde, vous avez découvert la mole, dont voici la définition officielle. La mole, c'est l'unité de quantité de matière petit n du système international. Une mole contient exactement 6,022 140 76 fois 10 puissance 23 entités élémentaires. Une entité élémentaire, cela peut être des atomes, des molécules ou des ions. Alors ce nombre-là, nous, on va utiliser une valeur arrondie, il s'appelle la constante d'Avogadro. Et la constante d'Avogadro, ça correspond donc au nombre d'entités par mol, 6,022 fois 10 puissance 23. Alors 10 puissance 23, pour information, c'est 100 000 milliards de milliards, donc chaque mol contient un très grand nombre d'entités. Et donc si on connaît le nombre d'entités qu'il y a dans un échantillon de matière, eh bien on peut déterminer la quantité de matière qu'il y a dans cet échantillon en faisant la relation petit n égale grand N nombre d'entités divisé par Na, le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire le nombre d'entités par mol. Maintenant, en première, nous allons découvrir une grandeur qui s'appelle la masse molaire grand N. C'est la masse d'une mole d'une espèce chimique. Donc elle va s'exprimer en grammes par mol. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette information? Parce qu'il n'existe pas d'appareil de mesure de quantité de matière et donc on doit systématiquement passer de la quantité de matière à une grandeur qui est accessible expérimentalement, par exemple la masse avec une balance. Donc cette masse molaire, on peut la trouver pour les atomes dans la classification périodique. Regardons quelques exemples. Si on regarde pour l'hydrogène, on voit que l'hydrogène, sa masse molaire est de 1,0 g par mol. Or, la forme la plus courante d'hydrogène, à plus de 99%, c'est cette forme d'hydrogène qui contient donc un nucléon. Si on regarde la masse molaire de l'hélium, maintenant on voit comme valeur 4,0 g par mol. Et pareillement, l'hélium, dans sa presque totalité, est composé d'hélium 4, c'est-à-dire un hélium qui contient, un noyau d'hélium qui contient 4 nucléons. Donc on voit ici que la masse molaire correspond au nombre de nucléons que contient l'élément chimique. Alors, ce n'est pas toujours un nombre exact comme celui-ci, ou juste, on va dire. Ici, on a le lithium, par exemple, sa masse molaire, c'est 6,9 grammes par mol. Alors, il n'est pas possible qu'il contienne 6,9 nucléons. Il en contient soit 6, soit 7. Les deux formes stables du lithium, c'est le lithium 6 et le lithium 7. Et dans la nature, il y a 10% de lithium 6 et 90% de lithium 7. Donc si on fait une moyenne pondérée ici du nombre de nucléons, eh bien on voit qu'on obtient 6,9. Donc la masse molaire tient aussi compte du pourcentage de chaque isotope que l'on trouve dans la nature. Donc ceci c'est pour les atomes. Maintenant, comment va-t-on faire si on a une molécule ou un composé ionique ou encore un ion? Eh bien, si on regarde cette molécule ici, on va regarder sa composition. On voit qu'elle est composée de 6 atomes de carbone, de 6 atomes d'oxygène et de 12 atomes d'hydrogène. Et donc, la masse d'une mole de cette molécule, eh bien, ça sera la somme des masses molaires de tous les atomes qui la composent. Donc, ici, en fait, cette molécule, c'est du glucose de formule brute C6H12O6. Donc, pour trouver sa masse molaire, on va simplement multiplier par 6 la masse molaire du carbone, on va ajouter 12 fois la masse molaire de l'hydrogène et 6 fois la masse molaire de l'oxygène, et on obtient au final 180,0 grammes par mol. Si on prend comme exemple le chlorure de sodium, qui est un composé ionique, qui est donc électriquement neutre, on a la masse molaire, on va additionner la masse molaire du sodium plus la masse molaire du chlore, et donc on va trouver ici 58,5 grammes par mol. Pour les ions maintenant, rappelons qu'un ion, c'est un atome qui a perdu ou gagné des électrons, ou bien un groupe d'atomes, s'il est polyatomique, qui a gagné ou perdu des électrons. Mais la masse des électrons, elle est négligeable. Rappelons que la masse d'un électron, c'est 2000 fois plus petit que la masse d'un proton ou d'un neutron. Donc la masse molaire d'un ion, ça sera simplement égal à la masse molaire de l'atome ou du groupe d'atomes qui le constitue. On peut donner quelques exemples. La masse molaire de l'ion calcium Ca2+, ça sera la masse molaire du calcium. Et la masse molaire du sulfate, de l'ion sulfate, eh bien, ça sera simplement la masse molaire du soufre, S, plus 4 fois la masse molaire de l'oxygène. On ne tient pas compte des électrons perdus ou gagnés.
À quoi va nous servir cette masse molaire? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, expérimentalement, ça va nous permettre de prélever un échantillon de matière et de connaître la quantité de matière qu'il contient. Alors le cas le plus simple, c'est lorsqu'on a un solide que l'on pèse. On va peser par exemple du sel expérimentalement, 10 grammes de sel, et on a déterminé la masse molaire du sel, 58,5 grammes par mol, hein, le sel étant du chlorure de sodium bien sûr. Comment faire pour connaître la quantité de matière qu'on a ainsi prélevée? Eh bien on va appliquer la relation petit n égale la masse petit m divisé par la masse molaire grand M. Et donc si on l'applique dans ce cas-là, on va simplement avoir 10 sur 58,5, c'est-à-dire 0,17 mol de chlorure de sodium qui sont prélevés de cette manière-là. Une autre situation, on peut aussi avoir une espèce chimique qui est liquide, et donc on va de préférence mesurer son volume V, c'est plus simple. Et si on connaît sa masse volumique à cette espèce liquide, eh bien on peut déterminer sa masse assez facilement. À partir de la masse volumique, la masse petit m, c'est égal à la masse volumique fois le volume. Mais en première, on évite de faire des calculs successifs avec plusieurs résultats obtenus successivement et qu'on va réutiliser par la suite. On préfère faire un seul calcul, un unique calcul. Donc, il faut faire un peu de calcul littéral. Et donc, cette expression-là, le petit m, qui est dans l'expression au-dessus, on va le remplacer par ρ fois V, puisque c'est une égalité. Et donc, on va obtenir la relation petit n égale ρ fois V divisé par la masse molaire grand M. Voilà la relation qu'on appliquera dans le cas d'un liquide de volume grand V et de masse volumique ρ. Pour une espèce chimique à l'état gaz maintenant, on va connaître de préférence son volume V. C'est le plus facilement accessible. Il y a quelque chose d'un petit peu particulier, c'est que quelle que soit l'espèce chimique qui constitue le gaz, eh bien, le volume occupé sera toujours le même. En effet, dans un gaz, ici c'est une représentation de l'état microscopique à l'état gaz, eh bien, la distance entre les particules est beaucoup plus grande que la taille des particules elles-mêmes. Ce qui fait que la taille des particules n'entre pas en jeu dans le volume occupé par le gaz. Donc, on va avoir une grandeur qui s'appelle le volume molaire. Et le volume molaire, il a une valeur fixe qui ne dépend pas de l'espèce chimique, mais qui dépend par contre quand même de la pression et de la température. Donc on va donner deux valeurs de volume molaire à la pression atmosphérique, une à 0 degré Celsius. On voit que le volume molaire, c'est-à-dire le volume occupé par une mole, est de 22,4 litres. Et le volume molaire à 25 degrés Celsius, il est un peu plus grand, le gaz se dilate, il est de 24,0 litres par mol. Et donc, si on connaît le volume grand V de gaz, eh bien, on va pouvoir déterminer la quantité de matière de gaz en appliquant la relation petit n égale V sur Vm. Voilà pour les différentes relations que l'on va utiliser qui vont nous permettre de déterminer la composition d'un système chimique. Au revoir à tous.